Le 25 mars, il se passa à Saint-Pétersbourg un événement extraordinairement bizarre. Le barbier Ivan Yakovlévitch s'éveilla d'assez bonne heure et fut aussitôt frappé par une odeur de pain chaud. Se levant un peu sur son séant, il s'aperçut que son épouse, matrone très respectable, qui avait un goût prononcé pour le café, sortait du four des pains fraîchement cuits. « Praskovia Osipovna, lui dit Ivan Yakovlévitch, je ne prendrai pas de café aujourd'hui parce que j'aime mieux déjeuner avec du pain chaud et de l'oignon. » C'est-à-dire qu'Ivan Yakovlévitch aurait préféré l'un et l'autre, mais il savait qu'il lui était absolument impossible de demander deux choses à la fois, son épouse ne tolérant jamais semblable fantaisie. « Qu'il mange du pain, l'imbécile, se dit en elle-même la digne matrone. Ce n'en est que mieux pour moi, j'aurai un peu plus de café. Et elle jeta un pain sur la table. Ivan Yakovlévitch, par respect pour les convenances, endossa un vêtement par-dessus sa chemise et, ayant pris place à table, posa devant lui 2 oignons et du sel. Puis, s'emparant d'un couteau, il se mit en devoir de couper le pain. L'ayant divisé en 2, il jeta un regard dans l'intérieur et aperçut avec surprise quelque chose de blanc. Il y plongea avec précaution le couteau, y enfonça un doigt. « C'est solide, fit-il à part soi. Qu'est-ce que cela pourrait bien être ?» Il enfonça encore une fois les doigts et en retira un nez. Les bras lui en tombèrent. Il se mit à se frotter les yeux, à le tâter. C'était en effet un nez, et au surplus, lui semblait-il, un nez connu. La terreur se peignit sur la figure d'Ivan Yakovlévitch. Mais cette terreur n'était rien en comparaison de l'indignation qui s'empara de son épouse. « À qui, bête féroce, as-tu coupé le nez comme cela ?» s'écria-t-elle avec colère. « Coquin, ivrogne, je te dénoncerai moi-même à la police. Brigand que tu es !» J'ai déjà ouï dire à 3 personnes que tu avais l'habitude, en faisant la barbe, de tirer si fort les nez qu'ils avaient peine à rester en place. Mais Ivan Yakovlévitch était plus mort que vif. Il avait enfin reconnu dans ce nez le propre nez de l'assesseur de collège Kovaliov, à qui il faisait la barbe tous les mercredis et dimanches. « Attends un peu, Praskovia Osipovna. Je vais l'envelopper dans un chiffon et le poser dans un coin, pour qu'il demeure là quelque peu et je l'emporterai plus tard. »« Je ne t'écoute même pas. Que je consente à garder dans ma chambre un nez coupé? Biscuit roussi que tu es! Que je sois responsable pour toi devant la police! Imbécile, Solivo va! Hors d'ici avec lui, hors d'ici! Porte-le où tu voudras, que je n'en entende plus parler !» Ivan Yakovlévitch se tenait dans une attitude d'accablement profond. Il réfléchissait et ne savait que croire. « Du diable, si je comprends comment cela est arrivé, fit-il enfin en se grattant derrière l'oreille. Suis-je rentré ivre hier ou non? Je ne saurais le dire avec certitude. Pourtant, selon tous les indices, ce doit être impossible, puisque le pain est une chose cuite et qu'un nez est tout autre chose. Je n'y comprends absolument rien. » Ivan Yakovlévitch se tut. L'idée que les agents de police finiraient par trouver le nez chez lui et l'accuseraient de l'avoir coupé, cette idée le terrifiait. Il lui semblait déjà voir devant lui un col de drap pourpre brodé d'argent, une épée, et il tremblait de tous ses membres. Finalement, il passa sa culotte, se chaussa et, enveloppant le nez dans un mouchoir, sortit dans la rue. Il avait l'intention de le glisser quelque part sous une borne, une porte cochère, ou bien de le laisser tomber comme par hasard et de disparaître ensuite dans la ruelle la plus proche. Mais pour son malheur, il ne faisait que rencontrer des gens qui le connaissaient et qui l'abordaient en lui disant « Où vas-tu » ou bien « À qui veux-tu donc faire la barbe de si bonne heure ?» de sorte qu'Ivan Yakovlévitch ne pouvait trouver un moment propice pour réaliser son dessein. Une fois, il réussit pourtant à le faire tomber. Mais le garde de police le lui indiqua de loin avec sa hallebarde en lui criant « Ramasse, tu viens de perdre quelque chose !» Et Ivan Yakovlévitch fut obligé de ramasser le nez et de le cacher dans sa poche. Le désespoir s'empara de lui, d'autant que les rues commençaient à se peupler de plus en plus à mesure que s'ouvraient les magasins et les boutiques. Il résolut de se diriger vers le pont d'Issaki. Là, il réussirait peut-être à le jeter dans la Neva.
Mais j'ai eu tort de ne vous avoir rien dit jusqu'à présent d'Ivan Yakovlevitch, qui pourtant était un homme d'assez grande importance dans le monde. Comme tout brave ouvrier russe, Ivan Yakovlevitch était un incorrigible ivrogne. Et quoiqu'il rasât tous les jours les mentons des autres, le sien ne l'était jamais. Son habit était de couleur pie, c'est-à-dire qu'il était noir mais tout couvert de taches grises et brunes. Son col était graisseux, et à la place des boutons, on y voyait seulement pendre des fils. Ivan Yakovlevitch était un grand cynique, et lorsque l'assesseur de collège Kovalyov lui disait pendant qu'il lui faisait la barbe « Tes mains, Ivan Yakovlevitch, sentent toujours mauvais », il se contentait de répondre par la question « Pourquoi donc sentiraient-elles mauvais ?»« Je n'en sais rien, mon ami, disait alors l'assesseur de collège. Le fait est qu'elles sentent mauvais. » Et Ivan Yakovlevitch, après avoir humé une prise, se mettait à le savonner en manière de représailles, et sur les joues, et au-dessous du nez, et derrière l'oreille, et sous le menton, partout enfin où l'envie lui en prenait. Ce citoyen respectable arriva donc sur le pont d'Issaki. Il jeta un regard autour de lui, puis se pencha sur le parapet comme pour voir la quantité de poissons qui passaient sous le pont, et fit tomber tout doucement le chiffon qui renfermait le nez. Il se sentit immédiatement soulagé, comme si on lui avait enlevé un grand fardeau. Un sourire apparut même sur ses lèvres. Et au lieu de s'en aller raser les mentons des fonctionnaires, il se dirigeait vers l'établissement qui portait pour enseigne repas et thé, dans l'intention de se commander un verre de punch. Quand tout à coup, il aperçut à l'extrémité du pont un commissaire de police du quartier à la physionomie imposante, orné de larges favoris, un fonctionnaire portant tricorne et épée. Il se sentit glacé de terreur, tandis que le commissaire, lui faisant signe du doigt, lui criait « Viens donc par ici, mon cher !» Ivan Yakovlevitch, qui connaissait les usages, ôta de loin sa casquette et, accourant avec empressement, dit « Bonne santé à votre noblesse !»« Non, 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 mon ami, pas de noblesse. Raconte-moi plutôt ce que tu faisais là sur le pont. » « Par ma foi, monsieur, en revenant de faire la barbe, je me suis seulement arrêté pour voir si le courant était rapide. »« Tu mens, tu mens. Tu n'en seras pas quitte à si bon marché. Dis plutôt la vérité. »« Je suis prêt à faire la barbe de votre grâce 2-3 fois par semaine, sans résistance aucune, » répondit Ivan Yakovlevitch. « Mais mon ami, ce n'est rien tout cela. J'ai 3 barbiers qui me font la barbe et s'en trouvent encore très honorés. Raconte-moi plutôt ce que tu faisais là-bas. » Ivan Yakovlevitch pâlit. Mais ici, les événements s'obscurcissent d'un brouillard et tout ce qui se passa après demeure absolument inconnu. L'assesseur de collège Kovalyov s'éveilla d'assez bonne heure et fit avec ses lèvres ce qu'il faisait toujours en s'éveillant, quoiqu'il n'eût jamais pu expliquer pourquoi. Il s'étira et demanda une petite glace qui se trouvait sur la table. Il voulait jeter un coup d'œil sur le bouton qui lui était venu sur le nez la veille au soir. Mais à sa grande surprise, il aperçut à la place du nez un endroit parfaitement plat. Effrayé, Kovalyov se fit apporter de l'eau et se frotta les yeux avec une serviette. En effet, le nez n'y était pas. Il se mit à se tâter pour s'assurer qu'il ne dormait pas. Non, il ne dormait pas. Il sauta en bas du lit, se secoua, pas de nez. Il demanda immédiatement ses habits et courut droit chez le grand maître de la police. Il faut pourtant que je dise quelques mots de Kovalyov, afin que le lecteur puisse voir ce que c'était que cet assesseur de collège. Il n'était en possession de ce titre que depuis 2 ans. C'est pourquoi il ne l'oubliait pas. Fût-ce pour un instant. Et afin de se donner encore plus d'importance, il ne se faisait jamais appeler assesseur de collège, mais toujours major. « Écoute, ma colombe, » disait-il ordinairement quand il rencontrait dans la rue une femme qui vendait des faux cols. « Viens chez moi. J'habite rue Sadovaya. Tu n'as qu'à demander l'appartement du major Kovalyov. Chacun te l'indiquera. Pour cette raison, nous appellerons dorénavant major cet assesseur de collège.
Le major Kovalyov avait l'habitude de se promener chaque jour sur la perspective de Nevski. Son faux-col était toujours d'une blancheur éblouissante et très empesé. Le major Kovalyov portait une grande quantité de petits cachets sur lesquels étaient gravées des armoiries, les jours de la semaine, etc. Il était venu de Saint-Pétersbourg pour affaires, et notamment pour chercher un emploi qui convint à son rang. Celui de gouverneur, s'il le pouvait, sinon celui d'huissier dans quelque administration en vue. Le major Kovalyov n'aurait pas refusé non plus de se marier, mais dans le cas seulement où la fiancée lui apporterait 200 000 roubles de dot. Que le lecteur juge donc par lui-même quelle devait être la situation de ce major lorsqu'il aperçut à la place d'un nez assez bien conformé une étendue d'une platitude désespérante. Pour comble de malheur, pas un seul fiacre ne se montrait dans la rue et il se trouva obligé d'aller à pied en s'emmitouflant dans son manteau et le mouchoir sur sa figure faisant semblant de saigner du nez. Mais peut-être tout cela n'est-il que le fait de mon imagination. Il n'est pas possible qu'un nez disparaisse ainsi sottement, pensa-t-il. Et il entra exprès dans une pâtisserie, rien que pour se regarder dans une glace. Dieu merci, il n'y a personne, se dit-il. Je puis me regarder maintenant. Il s'approcha timidement de la glace et y jeta un coup d'œil. Peste que c'est vilain, fit-il en crachant de dégoût. S'il y avait du moins quelque chose pour remplacer le nez, mais comme cela, rien. Dépité, se mordant les lèvres, il sortit de la pâtisserie, résolu contre toutes ses habitudes à ne regarder personne, à ne sourire à personne. Tout à coup, il s'arrêta comme pétrifié devant la porte d'une maison. Quelque chose d'inexplicable venait de se passer sous ses yeux. Une voiture avait fait halte devant le perron. La portière s'ouvrit, un monsieur en uniforme sauta en bas de la voiture et monta rapidement l'escalier. Quelle ne fut donc pas la terreur et en même temps la stupéfaction de Kovalyov lorsqu'il reconnut chez ce monsieur son propre nez. À ce spectacle inattendu, tout sembla tournoyer devant ses yeux. Il eut peine à se maintenir debout, mais quoiqu'il tremblât comme dans un accès de fièvre, il résolut d'attendre le retour du nez. 2 minutes plus tard, celui-ci sortait en effet de la maison. Il portait un uniforme brodé d'or avec un grand col droit, un pantalon en peau et une épée au côté. Son chapeau à plumet pouvait faire croire qu'il possédait le grade de conseiller d'État. Selon toute évidence, il était en tournée de visite. Il regarda autour de lui, jeta au cocher l'ordre d'avancer, monta en voiture et partit. Le pauvre Kovalyov faillit devenir fou. Il ne savait que penser d'un événement aussi bizarre. Comment avait-il pu se faire, en effet, qu'un nez qui, la veille encore, se trouvait sur son propre visage et qui était certainement incapable d'aller à pied ou en voiture, portât maintenant uniforme? Il suivit en courant la voiture qui, heureusement pour lui, s'arrêta à quelques pas de là devant le grand bazar de Moscou. Il y avait peu de monde devant le bazar. Kovalyov était si ému qu'il ne pouvait se résoudre à rien et cherchait des yeux ce monsieur dans tous les coins. Il l'aperçut enfin devant une boutique. Le nez avait complètement dissimulé sa figure sous son grand col et examinait avec beaucoup d'attention je ne sais quelle marchandise. Comment l'aborder? Se demandait Kovalyov. À en juger par son uniforme, son chapeau, il est évident qu'il est conseiller d'État. Du diable si je sais comment m'y prendre. Il se mit à tout sauter à côté de lui, mais le nez gardait toujours la même attitude. « Monsieur, commença Kovalyov, en faisant un effort pour reprendre courage. « Monsieur, que désirez-vous » répondit le nez en se retournant. « Il me semble étrange, monsieur, je crois. Vous devez connaître votre place. Et tout à coup, je vous retrouve. Où? Vous conviendrez. Excusez-moi, je ne comprends pas bien de quoi il vous plaît de me parler. Expliquez-vous. » Comment lui expliquer cela? Pensait Kovalyov. Et prenant son courage à deux mains, il continua. Certes, moi, d'ailleurs, je suis major. Pour moi, ne pas avoir de nez, vous en conviendrez, n'est pas bien séant. Une marchande qui vend des oranges sur le pont de Vosniensk peut rester là sans nez, mais moi, qui ai en vue d'obtenir... Avec cela qui fréquente dans plusieurs maisons où se trouvent des dames,
Madame Tchektiriev, femme de conseiller d'État, et d'autres encore. Jugez vous-même. Je ne sais vraiment pas, monsieur. » Ici, le major Kovalyov haussa les épaules. « Excusez-moi, si on envisage cela au point de vue des principes du devoir et de l'honneur, vous pouvez comprendre cela vous-même. »« Je n'y comprends absolument rien, » répliqua le nez. « Veuillez vous expliquer d'une façon plus satisfaisante. »« Monsieur, » fit Kovalyov avec dignité, « je ne sais comment je dois entendre vos paroles. Il me semble que tout cela est d'une évidence absolue. Ou bien vous voudriez... »« Mais vous êtes pourtant mon propre nez !» Le nez regarda le major en fronçant les sourcils. « Vous vous trompez, monsieur. Je suis moi-même. En outre, il ne peut exister entre nous aucun rapport, puisque, à en juger par les boutons de votre uniforme, vous devez servir dans une administration autre que la mienne. » Après avoir dit ces mots, le nez se détourna. Kovalyov se troubla au point de ne plus savoir ni que faire, ni même que penser. En ce moment, il entendit le froufrou soyeux d'une robe de femme, et Kovalyov vit s'approcher une dame d'un certain âge, tout couverte de dentelle, accompagnée d'une autre, mince et fluette, avec une robe blanche qui dessinait à merveille sa taille fine, et un chapeau de paille léger comme un gâteau feuilleté. Kovalyov fit quelques pas en avant, rajusta son col de batiste, arrangea ses cachets suspendus à une chaînette d'or, et, la figure souriante, fixa son attention sur la dame fluette. Mais tout à coup, il fit un bond en arrière comme s'il s'était brûlé. Il se rappela qu'il avait à la place du nez un vide absolu, et des larmes jaillirent de ses yeux. Il se retourna pour déclarer sans ambages au monsieur en uniforme qu'il n'avait que les apparences d'un conseiller d'État, qu'il n'était qu'un lâche et qu'un coquin, et enfin pas autre chose que son propre nez. Mais le nez n'était plus là. Il avait eu le temps de repartir, sans doute pour continuer ses visites. Cette disparition plongea Kovalyov dans le désespoir. Il revint en arrière et s'arrêta un instant sous les arcades en jetant des regards de tous les côtés dans l'espérance d'apercevoir le nez quelque part. Il se rappelait très bien qu'il portait un chapeau à plumes et un uniforme brodé d'or, mais il n'avait pas remarqué la forme de son manteau, ni la couleur de sa voiture et de ses chevaux, ni même s'il avait derrière la voiture un laquais et quelle était sa livrée. Et puis tant de voitures passaient devant lui qu'il lui eût été difficile d'en reconnaître une, et l'eût-il reconnue, qu'il n'aurait eu nul moyen de l'arrêter. « Au diable !» se dit Kovalyov. « Et cocher, mène-moi droit chez le maître de police. »« Le maître de la police est-il chez lui ?» s'écria-t-il en entrant dans l'antichambre. « Non, monsieur, » répondit le Suisse. « Il vient de sortir. »« Allons bon. »« Oui, continua le Suisse, il n'y a pas longtemps, mais il est parti. Si vous étiez venu un instant plus tôt, peut-être l'auriez-vous trouvé. » Kovalyov, le mouchoir toujours appliqué sur sa figure, remonta en fiacre. Il résolut de se rendre directement au bureau des annonces et de faire publier par avance un avis avec la description détaillée de tous les caractères distinctifs du nez, pour que quiconque l'eût rencontré pût le ramener immédiatement chez lui, Kovalyov, ou du moins lui faire connaître le lieu où il séjournait. Cette résolution enfin prise, il donna ordre au cocher de se rendre au bureau des annonces. Et tout le long du chemin, il ne cessait de le bourrer de coups dans le dos en disant « Vite, misérable, vite, coquin !» Enfin, le fiacre s'arrêta et Kovalyov, essoufflé, entra en courant dans une petite pièce où un fonctionnaire à cheveux blancs, vêtu d'un habit râpé, des lunettes sur son nez, était assis devant une table, une plume à la bouche, et comptait la monnaie de cuivre qu'on venait de lui apporter. « Qui est-ce qui reçoit ici les annonces ?» s'écria Kovalyov. « Ah, c'est vous. Bonjour. »« Tous mes respects, » répondit le fonctionnaire à cheveux blancs, levant les yeux pour un moment et les abaissant de nouveau sur le tas de monnaie placé devant lui. « Je voudrais faire publier... »« Permettez, veuillez patienter un moment, » fit le fonctionnaire en traçant d'une main des chiffres sur le papier et en déplaçant de l'autre 2 boules sur la bague. De chaque côté de la table se tenait une foule de femmes, de commis et de portiers avec des billets à la main. L'un annonçait la vente d'une calèche n'ayant servi que très peu de temps, amenée de Paris en 1814. Un autre, celle d'un droschky solide auquel manquait un ressort.
On vendait aussi un jeune cheval fougueux de 17 ans, et ainsi de suite. La pièce où était réunie cette société était très petite et l'air y était très lourd. Mais l'assesseur de collège ne pouvait pas sentir l'odeur puisqu'il avait couvert sa figure d'un mouchoir et aussi parce que son nez lui-même se trouvait on ne savait pas dans quel parage. « Monsieur, je voudrais vous prier. »« Il y a urgence !» fit-il enfin impatienté. « Tout de suite, tout de suite. 2 roubles 43 kopecks. À l'instant. 1 rouble 44 kopecks, disait le monsieur aux cheveux blancs en jetant les billets au visage des femmes et des portiers. Que désirez-vous ? Fit-il enfin en se tournant vers Kovalyov. Je voudrais, dit celui-ci, il vient de se passer une escroquerie ou une supercherie, je ne suis pas encore fixé sur ce point. Je vous prie seulement d'insérer l'annonce que celui qui me ramènera ce coquin recevra une récompense honnête. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Mon nom? Mon nom? Pourquoi? Je ne peux pas le dire. J'ai beaucoup de connaissances. Madame Tchektiriev, femme de conseiller d'État, Madame Podotchina, femme d'officier supérieur. Si elle venait à l'apprendre, ce qu'à Dieu ne plaise, vous pouvez simplement mettre assesseur de collège ou encore mieux, major. Et celui qui s'est enfui était votre serf? Quel serf? Ce ne serait pas après tout une si grande escroquerie. Celui qui s'est enfui, c'est le nez. Quel nom bizarre. Et la somme que vous a volée ce monsieur le nez est-elle considérable? Le nez, mais non, vous n'y êtes pas. Le nez, mon propre nez, a disparu on ne sait où. Le diable a voulu se jouer de moi. Comment a-t-il donc disparu? Je ne comprends pas bien. Je ne peux pas vous dire comment, mais ce qui importe le plus, c'est qu'il se promène maintenant en ville et se fait appeler conseiller d'État. C'est pourquoi je vous prie d'annoncer que celui qui s'en saisira est à le ramener sans tarder chez moi le plus vite possible. Pensez donc, comment vivre sans une partie du corps aussi en vue? Il ne s'agit pas ici d'un orteil, je n'aurais qu'à fourrer mon pied dans ma botte et personne ne s'apercevrait qu'il manque. Le fonctionnaire se mit à réfléchir, ce que dénotaient ses lèvres fortement serrées. Non, je ne peux pas insérer une annonce semblable dans les journaux, fit-il enfin après un silence assez long. Comment? Pourquoi? Parce que le journal peut être compromis. Si tout le monde se met à publier que son nez s'est enfui, alors on répète assez sans cela qu'on imprime une foule de choses incohérentes et de faux bruits. Mais pourquoi est-ce une chose incohérente? Il me semble qu'il n'y a rien de pareil dans mon cas. Vous croyez? Tenez, la semaine dernière, il m'arriva précisément un cas pareil. Un fonctionnaire est venu, comme vous voilà venu, vous, maintenant, en apportant un billet qu'il a payé, le compte fait 2 roubles 73 kopecks, et ce billet annonçait simplement la fuite d'un barbet à poils noirs. Il semblerait qu'il n'y eût rien d'étrange là-dedans. C'était pourtant un pamphlet. Ce barbet se trouvait être le caissier de je ne sais quel établissement. Je ne vous parle pas de barbet, mais de mon propre nez, donc presque de moi-même. Non. Je ne puis insérer une telle annonce. Mais si mon nez a réellement disparu? S'il a disparu, c'est l'affaire d'un médecin. On dit qu'il y a des gens qui peuvent vous remettre tel nez qu'on voudra. Je m'aperçois du reste que vous devez être un homme d'humeur assez gaie et que vous aimez à plaisanter en société. Mais je vous jure par ma foi. Soit. Puisqu'il en est ainsi, je vais vous montrer. À quoi bon vous déranger? Continua le fonctionnaire en prenant une prise. Du reste, si cela ne vous gêne pas trop, ajouta-t-il avec un mouvement de curiosité, il me serait agréable d'y jeter un coup d'œil. L'assesseur de collège enleva le mouchoir de sa figure. En effet, c'est très bizarre, fit le fonctionnaire. C'est tout à fait plat, comme une crêpe fraîchement cuite. Oui. C'est uni à n'y pas croire. Eh bien, allez-vous discuter encore maintenant? Vous voyez bien qu'il est impossible de ne pas publier cela. Je vous en serai particulièrement reconnaissant et je suis très heureux que cet incident m'ait procuré le plaisir de faire votre connaissance. Le major, comme on le voit, n'avait même pas reculé devant une légère humiliation.
L'insérer n'est certes pas chose difficile, fit le fonctionnaire. Seulement je n'y vois aucune utilité pour vous. Toutefois, si vous y tenez absolument, adressez-vous plutôt à quelqu'un qui possède une plume habile, afin qu'il le décrive comme un phénomène de la nature et publie cet article dans l'Abeille du Nord. À ces mots, le fonctionnaire prit une autre prise. Pour le plus grand profit de la jeunesse, il s'essuya le nez, ou tout simplement comme une chose digne de la curiosité publique. L'assesseur de collège se sentit complètement découragé. Le fonctionnaire lui-même semblait touché de la situation difficile de Kovalyov. Désirant soulager quelque peu sa douleur, il jugea convenable d'exprimer l'intérêt qu'il lui portait en quelques paroles bien senties. « Je regrette infiniment, fit-il, qu'il vous soit arrivé pareille mésaventure. N'accepteriez-vous pas une prise? Cela dissipe les maux de tête et les disproportions à la mélancolie. C'est même bon contre les hémorroïdes. » En se disant, le fonctionnaire tendit sa tabatière à Kovalyov. Cet acte, qui ne cachait pourtant aucun dessein malveillant, eut le don d'exaspérer Kovalyov. « Je ne comprends pas que vous trouviez à propos de plaisanter là-dessus, s'écria-t-il avec colère. Est-ce que vous ne voyez pas que je manque précisément de l'essentiel pour priser? Que le diable emporte votre tabac !» Sur ce, il sortit profondément irrité du bureau des annonces et se rendit chez le commissaire de police. Il fit son entrée juste au moment où celui-ci, en s'allongeant sur son lit, se disait avec un soupir de satisfaction « Et maintenant, je m'en vais faire un bon petit somme. » Le commissaire fit à Kovalyov un accueil assez froid, en disant que l'après-midi n'était pas précisément un bon moment pour ouvrir une instruction, que la nature ordonnait qu'après avoir mangé, on se reposât un peu, et qu'à un homme comme il faut, on n'enlèverait pas le nez. L'allusion était vraiment par trop directe. Il faut vous dire que Kovalyov était un homme très susceptible. Il pouvait excuser tout ce qu'on disait sur son propre compte, mais jamais il ne pardonnait ce qui était blessant pour son rang ou son grade. Il avait même la conviction que, dans les pièces de théâtre, on ne devait permettre que des attaques contre les officiers subalternes, mais en aucune manière contre les officiers supérieurs. L'accueil du commissaire l'avait tellement froissé qu'il releva fièrement la tête, écarta les bras et déclara avec dignité « J'avoue qu'après des observations aussi blessantes de votre part, je n'ai plus rien à vous dire. » Et il sortit. Il revint chez lui accablé de fatigue. Il faisait déjà sombre. Triste et même laid lui parut son appartement après toutes ses recherches infructueuses. Une fois dans sa chambre, le major, fatigué et triste, se jeta dans un fauteuil et finalement, après avoir poussé quelques soupirs, se mit à dire « Mon Dieu, pourquoi ce malheur m'accable-t-il? Si c'était un bras ou une jambe qui me manque, ce serait moins insupportable, mais un homme sans nez, cela ne vaut pas le diable. Qu'est-il donc? Ni oiseau, ni citoyen. Il n'est bon qu'à se jeter par la fenêtre. Si c'était du moins à la guerre ou en duel qu'on me l'eût enlevé, ou si je l'avais perdu par ma propre faute. Non, le voilà disparu comme cela, sans raison aucune. Toutefois, non. Cela ne se peut pas, ajouta-t-il après avoir réfléchi. C'est une chose incroyable qu'un nez puisse ainsi disparaître, tout à fait incroyable. Il faut croire que je rêve, ou que je suis tout simplement halluciné. Peut-être ai-je par mégarde avalé au lieu d'eau de l'alcool dont j'ai coutume de me frotter le menton après qu'on m'a rasé. Afin de s'assurer qu'il n'était pas ivre, le major se pinça si fort qu'un cri lui échappa malgré lui. Cette douleur lui donna la certitude qu'il vivait et agissait en état de veille. Il s'approcha tout doucement de la glace et ferma d'abord les yeux, espérant de revoir tout à coup le nez à sa place ordinaire. Mais en les rouvrant, il recula aussitôt. « Quel vilain aspect !» murmura-t-il. C'était en effet incompréhensible. Qu'un bouton, une cuillère d'argent, une montre ou quelque chose de semblable eût ainsi disparu passe, mais un tel objet, et encore dans son propre appartement. Le major Kovalyov, après avoir pesé toutes les circonstances, s'était arrêté à la supposition, qui était peut-être la plus proche de la vérité, que la faute de tout cela ne devait s'imputer à nul autre qu'à la femme de l'officier supérieur, madame Podotchina, laquelle désirait le voir épouser sa fille.
Lui-même lui faisait volontiers la cour, mais il évitait de se déclarer définitivement. Et lorsque la dame lui dit un jour, à brûle-pourpoint, qu'elle voudrait marier sa fille avec lui, il fit doucement machine arrière en prétextant qu'il était encore trop jeune. Et voilà pourquoi la femme d'officier supérieur, sans doute par esprit de vengeance, aurait résolu de lui jeter un sort et soudoyer à cet effet des sorcières. Parce qu'en aucune façon on ne pouvait admettre que le nez eût été coupé. Personne n'était entré dans sa chambre. Et quant à Ivan Yakovlevitch, qui lui avait fait la barbe le mercredi, et durant cette journée et même tout le jeudi, son nez était encore là. Cela il le savait et se le rappelait très bien. En outre, si tel avait été le cas, il aurait naturellement ressenti une douleur et sans nul doute la plaie ne se serait pas cicatrisée aussi vite et n'eût pas été plate comme une crêpe. Il se mit à ruminer toutes sortes de projets, ne sachant s'il devait citer la femme d'officier supérieur directement en justice ou se rendre chez elle et la convaincre de sa mauvaise foi. Ses réflexions furent interrompues par un jet de lumière qui brilla tout à coup à travers toutes les fentes de la porte. Une voix inconnue se fit entendre dans l'antichambre. « C'est ici que demeure l'assesseur de collège Kovalyov » demandait-on. « Entrez, le major Kovalyov est là » dit-il lui-même en se levant rapidement et en ouvrant la porte. Il vit entrer un fonctionnaire de police à l'extérieur agréable, aux favoris ni trop clairs ni trop foncés, aux joues assez potelées, le même qui, au commencement de ce récit, se tenait à l'extrémité du pont d'Issaki. « Vous avez égaré votre nez ?»« Précisément. »« Il vient d'être retrouvé. »« Que dites-vous » balbutia le major Kovalyov. La joie avait subitement paralysé sa langue. Il regardait de tous ses yeux le commissaire, dont les joues et les lèvres pleines se détachaient sous la lumière tremblotante de la bougie. « Comment » put-il enfin proférer. « Par un hasard tout à fait singulier. On l'a arrêté presque en route. Il montait déjà en voiture pour se rendre à Riga. Son passeport était depuis longtemps fait au nom d'un fonctionnaire. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que moi-même, je l'avais pris tout d'abord pour un monsieur. Heureusement que j'avais sur moi des lunettes, et j'ai reconnu aussitôt que c'était un nez. Je suis myope, vous savez, et lorsque vous vous tenez devant moi, je vois seulement que vous avez un visage, mais je ne distingue ni le nez, ni la barbe, ni rien. Ma belle-mère, elle non plus, n'y voit goutte. Kovalyov était hors de lui. « Où est-il? Où? J'y cours tout de suite. »« Ne vous dérangez pas. Sachant que vous en aviez besoin, je l'ai apporté avec moi. » Et ce qu'il y a de singulier, c'est que le principal coupable en cette affaire est un coquin de barbier de la rue Vosninsniak, qui est maintenant enfermé au violon. Depuis longtemps, je le soupçonnais d'ivrognerie et de vol. Avant-hier encore, il avait dérobé dans une boutique une douzaine de boutons. Votre nez est resté tel qu'il était. À ces mots, le commissaire fourra ses mains dans sa poche et en retira le nez enveloppé dans du papier. « C'est cela? C'est lui !» s'écria Kovalyov. « C'est bien lui. » Il prit avec précaution le nez retrouvé dans le creux de ses mains et l'examina encore une fois avec la plus grande attention. « C'est lui. C'est bien lui, disait-il. Voici même le bouton qui m'a poussé hier sur le côté gauche. » Et le major faillit rire de ravissement. Mais rien n'est durable dans ce monde, et c'est pourquoi la joie est moins vive dans l'instant qui suit le premier, s'atténue encore dans le troisième et finit par se confondre avec l'état habituel de notre âme. Comme le cercle que la chute d'un caillou a formé sur la surface de l'eau finit par se confondre avec cette surface. Kovalyov se mit à réfléchir, comprenant bien que l'affaire n'était pas encore terminée. Le nez était retrouvé, mais il fallait encore le recoller, le remettre à sa place. Et s'il ne se recollait pas? À cette question qu'il se posait à lui-même, Kovalyov pâlit. Avec un sentiment d'indicible frayeur, il s'élança vers la table et se plaça devant la glace afin de ne pas reposer le nez de travers. Ses mains tremblaient. Avec toutes sortes de précautions, il l'appliqua à l'endroit qu'il occupait antérieurement. Horreur! Le nez n'adhérait pas. Il le porta à sa bouche, le réchauffa légèrement avec son haleine et de nouveau le plaça sur l'espace uni qui se trouvait entre les deux joues, mais le nez ne tenait pas. « Voyons, va donc, imbécile !» lui disait-il.
Mais le nez semblait être de bois et retomber sur la table avec un bruit étrange comme si c'eût été un bouchon. La face du major se convulsa. Est-il possible qu'il n'adhère pas, se disait-il plein de frayeur. Mais il avait beau l'ajuster à la place qui était pourtant la sienne, tous ses efforts restaient vains. De quelle manière, par quel hasard cela a-t-il pu se produire? Le diable seul saurait s'y reconnaître, fit-il enfin avec un geste de découragement. Cependant, le bruit de cet événement extraordinaire avait couru dans toute la capitale. À cette époque, tous les esprits étaient portés vers le miraculeux. Le public se trouvait encore sous l'impression d'expériences récentes relatives au magnétisme. L'histoire des chaises dansantes était encore toute fraîche. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que bientôt on en vint à dire que le nez de l'assesseur de collège Kovalyov se promenait tous les jours à 3 heures précises sur la perspective de Nevski. L'affluence des curieux était tous les jours énorme. Quelqu'un s'avisa tout à coup de dire que le nez se trouvait dans le magasin de Junker, et le magasin fut assiégé par une telle foule que la police elle-même dut s'en mêler et rétablir l'ordre. Mais ici, les événements s'enveloppent encore une fois d'un brouillard, et ce qui vient après demeure absolument inconnu. D'étranges événements se passent dans ce monde. Des événements qui sont même parfois dénudés de toute vraisemblance. Voilà que le même nez qui circulait sous les espèces d'un conseiller d'État et faisait tant de bruit dans la ville, se trouva, comme si de rien n'était, de nouveau à sa place. C'est-à-dire par conséquent entre les deux joues du major Kovalyov. Ceci arriva en avril, le 7 du mois. En s'éveillant, le major jeta par hasard un regard dans la glace et aperçut un nez. Il y porta vivement la main. C'en était un, effectivement. « Eh !» se dit Kovalyov. Et de joie, il faillit exécuter nu-pieds une danse échevelée à travers la chambre. Mais l'entrée de son valet, Ivan, l'en empêcha. Il se fit apporter immédiatement de l'eau, et en se débarbouillant, il se mira encore une fois dans la glace. Le nez était là. En s'essuyant avec sa serviette, il y jeta un nouveau regard. Le nez était là. « Regarde donc, Ivan, il me semble que j'ai un bouton sur le nez, » dit-il à son domestique. Et il pensait en même temps, « C'est cela qui sera joli lorsqu'Ivan va me dire « Mais non, monsieur, non seulement il n'y a pas de bouton, mais le nez lui-même est absent. » Mais Ivan répondit, « Il n'y a rien, monsieur, on ne voit aucun bouton sur votre nez. » « C'est bon cela que le diable m'emporte, » se dit à part soi le major en faisant claquer ses doigts. En ce moment, le barbier Ivan Yakovlévitch passa sa tête par la porte timidement, comme un chat qu'on viendrait de fouetter pour avoir volé du lard. « Dis-moi d'abord, tes mains sont-elles propres ?» lui cria Kovalyov en l'apercevant. « Oui, monsieur. »« Tu mens. Par ma foi, elles sont parfaitement propres, monsieur. Tu sais, prends garde. » Kovalyov s'assit. Ivan Yakovlévitch lui noua une serviette sous le menton. « Voyez-vous cela ?» se dit-il en jetant un coup d'œil sur le nez. Puis il pencha la tête et l'examina de côté. Le voilà lui-même en personne. Vraiment, quand on y songe, continua-t-il en poursuivant son monologue mental et en attachant un long regard sur le nez. Puis, tout doucement, avec des précautions infinies, il leva en l'air 2 doigts afin de le saisir par le bout. Tel était le système d'Ivan Yakovlévitch. « Allons, allons, prends garde !» s'exclama Kovalyov. Ivan Yakovlévitch laissa tomber ses bras et se troubla comme il ne s'était encore jamais troublé de sa vie. Finalement, il se mit à chatouiller tout doucement du rasoir le menton du major, et quoiqu'il fût très difficile de faire la barbe sans avoir un point d'appui dans l'organe olfactif, il réussit pourtant, en appliquant son pouce rugueux contre la joue et la mâchoire inférieure du major, à vaincre tous les obstacles et à mener à bonne fin son entreprise. Lorsque tout fut prêt, Kovalyov s'empressa de s'habiller, prit un fiacre et se rendit tout droit à la pâtisserie. En entrant, il cria de loin « Garçon, une tasse de chocolat !» Et il courut aussitôt vers la glace. Le nez était là.
Il se retourna triomphant et jeta un coup d'œil ironique sur deux officiers qui se trouvaient là et dont l'un possédait un nez pas plus gros qu'un bouton de gilet. Et depuis lors, le major Kovalyov se promenait comme si de rien n'était, et sur la perspective de Nevski, et dans les théâtres, et partout. Et son nez aussi, comme si de rien n'était, restait sur sa figure, sans même avoir l'air de s'être jamais absenté. Telle fut l'histoire qui se passa dans la capitale du Nord de notre vaste empire. Maintenant, tout bien pesé, nous nous apercevons qu'elle offre beaucoup de côtés invraisemblables. Sans parler du fait vraiment étrange de la fuite miraculeuse du nez et de sa présence en différents endroits sous l'aspect d'un conseiller d'État. Comment? Telle fut l'histoire qui se passa dans la capitale du Nord de notre vaste empire. Maintenant, tout bien pesé, nous nous apercevons qu'elle offre beaucoup de côtés invraisemblables. Sans parler du fait vraiment étrange de la fuite miraculeuse du nez et de sa présence en différents endroits sous l'aspect d'un conseiller d'État, comment Kovalyov ne comprit-il pas qu'on ne pouvait décemment publier une annonce sur un nez perdu? Et puis encore, comment le nez s'était-il trouvé dans le pain cuit et comment Ivan Yakovlevitch lui-même... Non, cela je ne le comprends plus du tout. Mais ce qui est le plus étrange et le plus incompréhensible, c'est que les auteurs puissent choisir des sujets pareils pour leurs récits. Cela, je l'avoue, est tout à fait inconcevable. Cela vraiment... Non. Non, cela me dépasse. En premier lieu, il n'en résulte aucun bien pour la patrie, et en second lieu... Mais en second lieu également, il n'en résulte non plus aucun mal. C'est tout simplement un je ne sais quoi. Et pourtant, avec tout cela, quoique, certes on puisse admettre bien des choses, peut-être même... Et enfin, où ne se glisse-t-il pas certaines discordances? Et tout de même, quand on y réfléchit bien, il y a vraiment quelque chose là-dedans. On a beau dire, de pareils faits arrivent dans ce monde. Rarement, mais ils arrivent.